savoir concernant le meurtre de Thomas à Crépol, le racisme anti-blanc et anti-français retenu contre les suspects par les juges d'instruction. On continue d'en parler bien sûr avec vous, chers auditeurs, au 01 80 20 39 21, avec Mathieu Hoc, Georges Fenech, avec François Bousquet, rédacteur en chef de la revue Éléments, auteur du livre Sale Blanc, le racisme qu'on ne veut pas voir, aux éditions La Nouvelle Librairie, et William Molinier, chef du service police-justice d'Europe 1. Dans quelques instants, nous serons avec le président de l'Institut pour la justice, Pierre-Marie Sève. Mais je veux me tourner quand même vers vous, François Bousquet, parce que c'est un combat que vous menez depuis de nombreuses années. Il y a une sorte de déni, d'omerta en France sur le racisme anti-blanc, comme si ce racisme-là n'existait pas, ne pouvait exister. Quel regard vous portez sur le dossier, les juges d'instruction qui ont finalement retenu cette qualification tout en restant prudents, parce que les choses, on l'a bien compris avec l'excellente explication de William Molinier, les choses peuvent changer. Et puis ensuite, il y aura un procès, et au procès, les suspects dans le meurtre atroce de Thomas ne seront pas forcément condamnés pour meurtre en bande organisée avec cette circonstance aggravante de racisme anti-blanc et anti-français. Ouais. J'ai été, merci Elliot, oui, j'ai été accablé et scandalisé par le parquet, puisque le parquet s'aligne en réalité, ou semble s'aligner, ou semblait s'aligner sur le narratif médiatique. Le narratif médiatique a mis 72 heures à se mettre en marche. Je ne sais pas si vous vous souvenez, sans les réseaux sociaux et sans CNews, Europe, JDD, Figaro, Valeurs Actuelles, on n'aurait pas parlé de l'affaire de Thomas Crépol. C'était passé dans la PQR. La PQR, c'est l'enterrement de 6e classe pour ce genre d'affaires. Je dis bien de 6e classe. Ce serait la même chose pour Louis sans les parents à Narbonne. Donc c'est comme si Thomas avait été tué 2 fois, en réalité. Pour moi, Thomas avait été tué 2 fois. Et le parquet s'aligne sur le narratif qui est fixé par Patrick Cohen au bout de 72 heures. C'est une rixe, entre 2 bandes rivales, et il n'y a absolument aucune affaire de racisme. Voilà le narratif officiel des médias centraux qui s'est imposé, qui est le bruit de fond depuis maintenant la mort de Thomas. Donc nous sommes accablés, moi qui travaille sur le sujet, non seulement donc je découvre dans l'enquête scandaleuse Une nuit en France de Jean-Michel de Cugis, Marc Le Plongeon, dont parlait Marie-Hélène Toraval, on découvre, ce qui est sidérant, dans les notifications des gardés à vue, un procès-verbal d'un gendarme qui fait état de 9 témoignages de racisme anti-blanc. 9, c'est énorme. En fait, il y en a 14. On voit sur Internet, n'importe quel auditeur peut se livrer à l'exercice, on entend des bandes-son, putain de guerre, pardonnez-moi, putain de guerre, attention, attention, ça plante. On l'entend, distinctement, on l'entend. Donc les éléments tangibles sont là. On n'arrive pas à comprendre ce déni. Mais simplement, il s'explique, c'est que le racisme anti-blanc ne peut pas exister. Puisque si le racisme anti-blanc existe, c'est le narratif officiel multiculturel qui s'effondre. Moi, je compare ça à un jeu de Mikado. Vous retirez une baguette, le racisme anti-blanc est une baguette, cette tour de Babel qu'on a construite s'effondre. Donc le reconnaître est impossible. Ce qui fait que l'université, je dis bien l'université, a théorisé les sciences sociales que le racisme anti-blanc n'existe pas. Le ponte en France des études universitaires de genre, Éric Fassin, dit que pour les sciences sociales, le racisme anti-blanc n'existe pas. Vous retrouvez la même chose, ça se décline comme dans une pyramide qui ruisselle, chez les journalistes, chez les magistrats. Quand vous regardez le nombre d'affaires, et peut-être que Pierre-Marie Sève pourra nous en parler, le nombre d'affaires qui ont entraîné des condamnations pour racisme anti-blanc se compte, je pense, sur les 5 doigts de mes 2 mains. La condamnation, ce qui est aussi une nouveauté, pour racisme anti-français, qui est la principale injure. La principale injure, c'est sale français, avant sale blanc. En général, ce sont des Français en plus qui l'adressent à d'autres Français. D'où l'argument rhétorique et le sophisme des journalistes. Comment des Français issus de l'immigration pourraient traiter d'autres Français de sales Français? Il n'y a eu aucune condamnation, je dis bien aucune, explicite, sur sale français, qui est le bruit de fond de la société. Un dernier mot, sondage commandé par la LICRA, donc c'est la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme auprès de la LIFOP, gros échantillon, 14 000 personnes. Il ressort que 4 Français sur 10 disent avoir été victimes de racisme anti-blanc. Donc on parle de 20 millions de gens. C'est une masse colossale. Moi, ce sont des gens vers lesquels je vais dans mes enquêtes sur le racisme anti-blanc, et je me rends compte que c'est le bruit de fond de la société dont je recueille la bande-son dans mes livres, mais c'est un bruit de fond qui est vieux de 50 ans.
En fait, les premiers témoins dont je reçois le témoignage, c'est fin des années 70. Alors, c'est une France minière, ouvrière, manufacturière, qu'on ne voit pas à Paris. Mais ça fait 50 ans que c'est là. Donc, enfin, j'allais dire enfin, ouf, hein. Même si l'affaire est horrible, et vous le dites, l'affaire encore plus horrible qu'on ne le pense. Les témoins, après la scène, parlent de carnage. Hein, ils pensent que c'est un acte de terrorisme, les témoins. Il y a des doigts coupés, de mémoire, hein, des couteaux dans le dos, outre Thomas. Donc c'est une scène de crime. Les types viennent avec des couteaux. Ils viennent pas avec des couteaux pour chanter la Macarena. La bande organisée, ils viennent pas un en vélo, un hélicoptère et un à pied. Ils viennent en voiture ensemble. Hein. Donc tout ça, moi, m'accablait parce qu'on se heurtait à un mur de silence, à un mur de déni. Ce déni va nous péter à la gueule, je pense. Hein. Plus on dénie, plus on refoule quelque chose, hein, plus cette chose va exploser. À force de dire que je pense qu'il faut qu'on fasse du racisme anti-blanc une cause nationale. Parce que du racisme de manière générale, une cause nationale. Elliot, on l'a déjà fait. Pardonnez-moi. Il faut le refaire, mais en ne déniant pas Elliot, des formes de racisme. Vous avez raison, François Bousquet. Simplement, 1000 fois raison. Ça fait 50 ans qu'on a fait à raison du racisme une cause nationale et même une cause éducative. Hein. Et c'est une très bonne chose. Hein. À ceci près, c'est qu'on a exclu la possibilité d'existence du racisme anti-blanc ou anti-français. Et ce qui fait qu'il prospère, hein, puisque ce qui n'est pas dénoncé... se poursuit, mais vous avez entièrement raison. Mais regardez, on va prendre un exemple très concret. Depuis le 7 octobre, l'antisémitisme a explosé en France. Vous avez une justice qui ne répond pas suffisamment rapidement pour que finalement on endigue un phénomène qui ne cesse de s'amplifier. Et on en voit encore le résultat aujourd'hui. L'antisémitisme se propage, à tel point qu'aujourd'hui, certains flirtent entre l'antisionisme et se couvrent ou se drapent de l'antisionisme pour des attaques antisémites. Et on le voit, l'actualité brûlante et en est le parfait témoignage. Le tract contre Barbara Bush. Vous aviez le même en mars 2025 contre Cyril Hanouna. Qu'est-ce qui s'est passé au moment du tract contre Cyril Hanouna qui reprenait les codes des années 30 ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Où est la justice ? Donc, mais tout ce que vous venez de nous dire est absolument passionnant, évidemment, François Bousquet. Et continuez, n'hésitez pas. Sur la question de l'antisémitisme, moi j'ai beaucoup de témoins. Moi, quand je parle de racisme anti-blanc, en fait, je m'intéresse à des chrétiens, des pas chrétiens, des juifs, des pas juifs, des agnostiques et des asiatiques aussi. Parce que les asiatiques sont attaqués sur les mêmes bases, et des métis sur les mêmes bases. Hein. Donc ça n'est pas explicitement racial, donc ce sont vraiment des constructions sociales. Hein. Simplement, on veut plus penser l'antisémitisme, hein. On veut plus penser le racisme anti-asiatique, le racisme anti-blanc, anti-français, parce que toutes ces catégories-là sont présumées être dominantes. Hein. Exactement. Étant dominantes, voilà, comme elles sont dominantes, elles ne peuvent pas être victimes de racisme. C'est toute la théorie du racisme systémique qui est une vaste foutaise. Hein. Il faudrait on n'a pas le temps là, mais il faudrait pouvoir expliquer aux gens que on a créé... Qu'est-ce qui est une vaste foutaise, pardonnez-moi ? Le racisme systémique, hein, qui domine l'université et la presse, hein, qui veut que le racisme est forcément univoque, à sens unique et sans réciprocité. C'est forcément un dominant qui l'exerce contre un dominé. Or le dominant, il est forcément blanc, chrétien, pas chrétien, juif, pas juif, asiatique, pas asiatique, métis, pas métis, etc. Et le dominé est forcément un racisé qui n'appartient pas à ces catégories-là. Ce qui fait qu'il y a un angle mort sur tous les racismes, autre que le racisme qui vise les racisés. Or, cette théorie délirante s'est emparée des cerveaux universitaires, hein, régente l'université, régente la presse, et donc nous empêche, hein, à la fin des fins, dans le cas de Thomas Crépol, de dire oui, Thomas a été tué parce qu'il était blanc, français, il faut insister sur le sale français. Oui, il est temps que la justice le reconnaisse. Ce que vous dites est passionnant. Les regards sur la notion de racisme peuvent être différents. Vous considérez qu'il n'y a pas un racisme systémique. D'autres vous diraient que si, il y a une telle répétitivité du racisme, notamment, ou de discrimination, que ce soit de discrimination au travail, de discrimination dans la vie quotidienne, qu'il y aurait... Non mais vous n'êtes pas d'accord avec ça, François. Simplement, c'est qu'on a toujours un récit univoque. Hein. Quand on se rend compte que les testings faits par SOS Racisme pour les discriminations, par exemple, pour les gens qui veulent acquérir un bien immobilier, en fait, c'est des échantillons, c'est 100 personnes. Hein.
Non mais On a un sondage, on n'en parle jamais, fait par l'État en 2008-2009, parce que Sarkozy et François Fillon pensaient que le CV anonyme allait permettre de réduire les discriminations à l'embauche. Donc on a vraiment un truc scientifique très solide avec un protocole en béton sur 8 départements, 2008-2009, on l'expérimente. On fait des CV anonymisés et des CV non anonymisés avec des patronymes donc extra-européens ou alors des gens qui habitent dans des zones urbaines sensibles. Donc soit on a 2 CV qui sont identiques, on met le nom et le lieu de résidence, et ben il y a moins de discrimination quand il y a le nom et le lieu de résidence. Les gens qui ont fait cette étude, ils disent c'est surprenant. Ben non, c'est pas surprenant. Mettez-vous dans la tête d'un DRH. Un DRH a tellement intériorisé qu'il y avait des discriminations qu'un DRH a plutôt tendance. Et là, vous parlez du racisme de manière générale et je voudrais qu'on reste tout de même sur le meurtre de Thomas Perotto. C'est l'information judiciaire du jour. Le meurtre de Thomas Perotto, je rappelle qu'il avait eu lieu du 18 au 19 novembre 2023 dans cette nuit lors d'un bal de village à Crépol dans la Drôme. Et bien, selon les dernières informations révélées par William Molinier, chef du service police-justice d'Europe 1, eh bien les juges ont retenu la circonstance aggravante de racisme, notamment des faits de racisme anti-blanc et anti-français. 16h44 sur Europe 1, on revient dans un instant, on sera en direct avec Pierre Marissev. Quasiment 3 ans après le meurtre terrible de Thomas qui avait sidéré la France en novembre 2023, eh bien 2 ans et demi, quasiment 3 ans après ce drame, les juges d'instruction ont reconnu donc la circonstance aggravante des faits de racisme anti-blanc et anti-français en bande organisée. C'est un tournant judiciaire majeur. Ça ne veut pas dire que les suspects, les mis en cause dans ce drame seront forcément condamnés par une cour d'assises pour mineurs, parce que au moment des faits, la plupart étaient mineurs. Donc au moment des faits, ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément condamnés pour ces faits-là. Il y a un procès qui sera en cours. Ils restent présumés innocents. C'est bien évidemment l'idée avant un procès. Mais c'est un tournant judiciaire, un tournant politique et un tournant médiatique, Mathieu Hoc. Oui, en effet, vous avez raison, il y aura un avant et un après Crépol, assurément, en tout cas d'un point de vue et judiciaire et politique. Pourquoi cela ? Parce que vous avez d'une part Crépol a révélé ce que l'on appelait la barbarisation de la société, c'est-à-dire que de plus en plus nous assistons à des crimes qui sont de plus en plus sauvages, de plus en plus barbares, y compris sur des mineurs. Et là, en l'espèce, beaucoup de médias et de politiques ont refusé de voir qu'une partie de la jeunesse était en voie d'ensauvagement. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est qu'on arrive effectivement avec ce que, ce que prononce, en tout cas ce que dit les juges d'instruction qui suivent ce dossier-là, ouvre la voie peut-être à une condamnation avec circonstances aggravantes comme de racisme anti-blanc. Et cette ouverture est importante parce que historiquement en France, on a une très grande difficulté, parce que vous l'avez très bien dit tout à l'heure, pour des questions intellectuelles et des questions politiques, à qualifier le racisme anti-blanc. Et la justice également. Il n'y a que très peu de condamnations. J'ai en mémoire 2 condamnations pour racisme anti-blanc, avec effectivement des prononcés de peine qui étaient différents en première instance versus en deuxième instance. Donc là, il faut rester prudent parce que effectivement, le parquet n'a pas encore retenu ce qualificatif. Le juge en première instance ne prononcera peut-être pas cette circonstance aggravante de racisme anti-blanc. Idem en deuxième instance s'il y a un appel. En revanche, ce que l'on peut dire, c'est que le racisme anti-blanc, aujourd'hui, dans une affaire qui est très médiatisée, celle de Crépol, ce qui n'était pas le cas des autres affaires de racisme anti-blanc, va permettre de dire dans le débat public, oui, aujourd'hui, comme le pensent 67% des Français, il y a du racisme anti-blanc et c'est factuel. Pierre Marissev est avec nous en direct. Merci d'être en direct, cher Pierre Marissev. Vous êtes directeur de l'Institut pour la justice. Est-ce que selon vous, il y avait une vraie injustice à ce que dans des dossiers aussi dramatiques, des faits qui sont pourtant relatés par bon nombre de témoins, et là on apprend qu'il y en a non pas seulement 9 comme le présentaient les médias à l'époque, mais à minima une dizaine, 14 même. Est-ce qu'il y avait une forme d'injustice à ce que le réel ne soit pas présenté au cœur de ce dossier ? Le réel, c'est quoi ? C'est la mort dramatique dans des conditions atroces d'un garçon de 16 ans à l'époque, Thomas, et avec des circonstances aggravantes, c'est-à-dire le racisme anti-blanc et anti-français.
Alors, comme l'a dit François Bousquet, le racisme anti-blanc n'obéit absolument pas au narratif, au système narratif qui est mis en place depuis 40 ans en France, des dominés, des dominants, qui est un système narratif de gauche, il faut le dire, c'est le cas, c'est un système narratif de gauche et dominant et qui a écrasé tous les autres modes de pensée depuis 40 ans. Donc le racisme anti-blanc, on a énormément de mal à le retenir. La justice a énormément de mal à le retenir. Là, en l'occurrence, certes, on a aujourd'hui un avis de fin d'information du juge d'instruction qui va dans le bon sens, mais de un, c'est pas définitif dans son ordonnance de renvoi. Il pourrait toujours modifier cette circonstance aggravante. Et puis de deux, comme vous l'avez rappelé, il n'est pas du tout certain que la cour d'assises retienne, elle, cette circonstance aggravante et qu'elle condamne les auteurs éventuels de ce meurtre avec la circonstance aggravante de racisme. Donc c'est très difficile, ça a été long. Vous vous souvenez de l'affaire des PV cachés ? Il y a quelques mois, il s'est sorti dans la presse comme quoi des PV auraient été malencontreusement, on ne sait pas trop si c'est par erreur ou si c'est volontaire. Bon, on va être optimiste et considérer que c'était une erreur, mais des PV qui justement témoignaient et relataient ces éléments de racisme anti-blanc qui avaient été perdus dans la procédure. On ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop comment. Donc ça a été très compliqué. On a eu le parquet qui a fait ses premiers réquisitoires dans lesquels il ne retenait pas le racisme anti-blanc. Donc on sent que c'est très difficile pour le système de retenir cette circonstance qui n'obéit pas, comme je le disais, au narratif. Et il faut donc un juge d'instruction qui est un juge indépendant. Et donc là, il faut rendre hommage à l'indépendance du juge d'instruction, même si ça paraît quand même évident quand on a 14 témoignages et des enregistrements de téléphones portables, parce qu'on sait que c'est sorti aussi et que c'est dans le dossier du juge d'instruction. Heureusement, on a ce juge d'instruction indépendant, qui ne dépend pas du parquet, donc du ministre de la Justice, qui a pu prendre une décision qui paraît être évidente au final. Pierre Mareissef, vous avez pu, ces 3 dernières années, échanger avec des familles de victimes ou des personnes qui étaient présentes à Crépol ? Non, pas à Crépol directement, effectivement. Pourtant, effectivement, il y a eu beaucoup de victimes potentielles, pas directement avec Crépol. Nous, la difficulté, c'est que bien souvent, les victimes qui viennent nous voir, ce sont des victimes à l'Institut pour la justice. Notre but, c'est de changer la loi. C'est pas d'intervenir dans une affaire spécifique. Et donc, quand ils viennent nous voir, bien souvent, c'est qu'ils ont déjà cheminé et que non seulement ils ont été déçus par la décision judiciaire qui les a concernés, et donc ils veulent ensuite changer les choses. Donc, ils font preuve, moi je suis très admiratif des victimes qui viennent nous voir. Ils disent, dans mon cas c'est trop tard, dans mon cas j'ai été victime d'un crime ou d'un délit ou un de mes proches, la justice n'a pas été à la hauteur et c'est pourquoi maintenant je m'engage pour les autres. Donc effectivement, c'est encore un petit peu tôt pour qu'on se dirige nous vers ces victimes-là ou qu'elles se dirigent vers nous. Mais effectivement, vous avez raison, c'est clairement on attendra évidemment quel traitement la justice fera. Si la justice fait un mauvais traitement de cette affaire-là, évidemment, on s'attendra à il est très probable que des victimes de cette affaire-là viennent nous voir. Ça, c'est très probable. De nombreuses réactions politiques. Marion Maréchal qui tweet « Enfin, après presque 3 ans, le racisme anti-blanc est reconnu comme une circonstance aggravante dans la tragédie du bal de Crépol et le meurtre du jeune Thomas Perotto ». Stéphane Ravier qui dit « Le seul racisme qui tue en France est le racisme anti-blanc. Pour une fois, même la justice a été obligée de le reconnaître. » Gilbert Collard, meurtre de Thomas à Crépol, la circonstance aggravante de racisme finalement retenue par les juges. On va planter du blanc. Ils ont mis du temps à l'admettre. Enfin, l'horrible réalité est prise en compte judiciairement. Thibaut Monnier qui dit attaque du bal de Crépol. Grâce à notre mobilisation, le racisme anti-blanc est enfin reconnu. Et il y a chez certains responsables politiques l'idée d'une sorte de soulagement, c'est-à-dire de se dire non pas être soulagé parce que l'affaire est absolument dramatique, mais de dire mais enfin on entend les victimes. Enfin, ce que vous avez vu, vous ne l'avez pas vu, ce que vous avez entendu, vous ne l'avez pas entendu, eh bien enfin ceci est balayé par une juge d'instruction. Ça ne veut pas dire que la finalité
sera la même. Clément Veil-Rénal qui dit « Allô l'Arcom, allez-vous annuler votre mise en demeure adressée à CNews maintenant que la justice reconnaît les circonstances aggravantes de racisme anti-blanc dans le meurtre de Thomas à Crépol? Intervenez en masse auprès de l'Arcom pour exiger cette annulation. » Parce que je rappelle que l'Arcom a mis en demeure CNews. CNews a été mis en demeure, selon qui la chaîne a traité de manière univoque l'affaire de Crépol. Mais je me souviens comme si c'était hier de cette mise en demeure de l'Arcom. Et moi, je suis un enfant de CNews, du premier jour. Et vous n'imaginez pas à quel point ça peut être parfois dur d'avancer contre cette machine, ce système médiatique et politique qui vous dit ce que vous dites là, vous mentez. Vous mentez, vous exagérez, vous instrumentalisez. Vous croyez que c'est un plaisir de parler d'un drame comme celui-ci? Vous ne croyez pas qu'il y a la famille qui vous anime en permanence dans la tête, dans l'esprit, dans le cœur lorsque vous traitez de ce sujet? Vous n'avez pas l'envie de pleurer, d'hurler votre colère quand vous traitez de ces sujets-là? Non, mais c'est votre honneur. Mais il n'y a pas question d'honneur. C'est un honneur professionnel. Mais ce que je veux dire, c'est que... La conscience professionnelle de dire les choses. Vous imaginez, mais on va réécouter les éditos des grands donneurs de leçons de M. Cohen qui vous expliquait ce qui s'était passé 3 jours ou 4 jours après le drame. Il n'a pas été, lui... Il a été sanctionné par l'Arcom. Ah oui, mais c'est vrai. Bien sûr qu'il a été sanctionné au moment de son édito. Oui. Mais il n'y a pas que lui. Tous les médias, qu'est-ce qu'ils vont dire demain? Est-ce qu'ils vont traiter l'affaire? Donc ça, c'est un vrai sujet. La boussole, la seule boussole, c'est de relater des faits, rien que des faits, de parler du réel, rien que du réel. Il est 16h57, on continue d'en parler, on sera avec Pierre qui nous appelle de Paris. Merci beaucoup Pierre-Marie Sève. Très bonne fin de journée. Merci à vous cher Pierre-Marie.